Bonsoir le DevFest, vous allez bien? Alors, après notre rockstar de la mixité, retour de la frayeur au DevFest. Puisqu'on va parler d'un monstre invisible. Tout le monde sait qu'il est là, mais personne ne veut vraiment en parler. Et pour ça, nous allons accueillir Olivier. Alors, il nous vient tout droit de Clisson, où il y a un autre festival diabolique qui s'y déroule. Il était anciennement chez Elastic et il se lance en ce moment dans une nouvelle aventure qui s'appelle Carbonifère. Et il va nous parler de l'empreinte carbone de l'IA. Un tonnerre d'applaudissements pour Olivier! Bon, salut tout le monde, bienvenue. Donc, je remplace au pied levé une conférence qui était censée être sur Kubernetes et euh, le speaker s'appelle Loïc et il ne peut pas venir, donc je le remplace. Donc, si vous pensiez voir une conf sur Kubernetes, c'est normal. Donc, on va parler de l'empreinte CO2 de l'IA aujourd'hui, le monstre invisible. Donc, bon, j'ai déjà été présenté, donc je ne vais pas en faire des tonnes. Donc, je m'appelle Olivier Bierler, j'étais software développeur récemment chez Elastic et je m'engage maintenant sur des projets Green IT. Alors, vous avez sans doute entendu parler de ce genre de chiffres, mais si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré selon les accords de Paris, il faudrait qu'on réduise les émissions de CO2, nos émissions, de 45% d'ici 2030. En 2030, je vous épargne le calcul, c'est dans moins de 6 ans. Donc, il faut se dépêcher. Et en tant que développeur et en tant qu'informaticien en général, on a une petite part de responsabilité. On pense que l'IT en général émet plus de CO2 que l'aviation civile. Alors on a déjà peur de prendre l'avion, parfois on a même des mots qui parlent de honte de prendre l'avion, mais l'IT ça émet plus de CO2 que l'aviation civile. Et en fait, le problème n'est pas uniquement sur les data centers et sur le hardware, parce que le hardware n'est là que pour faire tourner du software dessus. Donc du coup, toute optimisation qu'on fait sur le software aura un impact important. Et bien sûr, plus on demande au software, plus on demande au hardware, et plus le hardware aura besoin d'énergie pour tourner et aussi pour être fabriqué. Et cette énergie émet du CO2. On pense aussi que d'ici 2030, l'IT en général, du data center jusqu'au device, utilisera 20% de la production électrique mondiale. Donc c'est assez énorme. Et ce n'est pas que du CO2. Il y a des problématiques d'eau, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais tout ce que je vais parler, on peut quasiment le traduire en termes de litres d'eau. Il y a des impacts sur la biodiversité. Là, j'ai mis une petite image de la centrale électrique la plus proche du Nantes, qui tourne encore au charbon. Donc, ce n'est pas encore tout nucléaire et propre, entre guillemets, en France. Et il n'y a pas que du CO2, il y a d'autres gaz, et pour ça qu'on parle d'équivalent CO2. Donc, tout ce que je vais dire ici en mode de carbone, il faut avoir en tête que c'est les gaz à effet de serre de manière générale. Donc on va parler de ce que les Anglais ont une expression pour ça, the elephant in the room, savoir l'IA générative en particulier. Donc vous avez déjà sans doute entendu parler de ces chiffres, de ces milliards. C'est un peu la course aux milliards de paramètres. On voit que selon, donc c'est sur une échelle logarithmique, hein, le diagramme qu'on voit ici. On voit que plus le temps passe, plus on a tendance à avoir des IA qui sont de plus en plus grosses, et du coup ça a un impact aussi en termes de puissance de calcul dont on a besoin en dessous, donc de GPU. Et voilà, donc c'est une explosion. Et du coup ça demande beaucoup d'énergie. Jusqu'à présent les data centers arrivaient à peu près à contenir et à faire des optimisations et contenir leurs émissions de carbone de manière générale, mais depuis quelques années du coup ça repartit complètement à la hausse, en partie à cause de l'IA, et notamment on installe des data centers maintenant à côté de centrales nucléaires. Là, il y a Amazon qui achète son électricité directement depuis une centrale nucléaire, et on voit le data center qui est littéralement à côté. Bon, c'est du circuit court, quoi, on va dire ça. Donc on pense que d'ici 2027, Nvidia aura vendu à peu près 30 millions de GPU. Alors c'est des estimations grosses mailles, mais voilà, on pense à peu près ça. Et ça serait à peu près, si tout ça tourne en même temps, ça serait l'équivalent de la consommation énergétique d'un pays comme les Pays-Bas, ou un quart de la France. Donc c'est pas neutre. Et c'est que les puces Nvidia. Et on ne parle pas du CPU qui est à côté, du disque dur, du reste du data center, et des autres marques. Et donc une fois qu'on a, quand on parle de water, d'énergie, d'électricité, on peut traduire ça en termes d'émissions de CO2. Donc il y a un site que j'aime bien aller voir, ça s'appelle Electricity Maps. Ça permet de voir en temps réel, ou les moyennes sur l'année, sur le mois, etc., le nombre de grammes de CO2 associés par kilowattheure produit. Donc par exemple, là, le 9 octobre en France, il me semble que c'était le jour de la tempête, donc ça explique peut-être pourquoi c'était assez bas ce jour-là. Avec l'éolien, on était à peu près à 16 grammes de CO2 par kilowattheure. En Californie, le même jour, on était à
un peu plus de 300 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc on voit le ratio, ça n'a absolument rien à voir. Et donc ça donne déjà des indications un petit peu sur si on veut limiter les impacts de l'informatique en général. Il y a une grosse problématique de production et de grid, donc de région dans lequel on se situe. De manière concrète, une tonne de CO2, c'est ça. C'est littéralement une tonne de CO2 représentée. On pense qu'un Américain, en moyenne, émet 14 tonnes de CO2 par an, là où un Européen va émettre à peu près la moitié. C'est des mix énergétiques complètement différents, des modes de vie complètement différents. Et en France, merci encore une fois, entre guillemets au nucléaire et à l'hydraulique, et maintenant aux énergies renouvelables, on est à peu près à 4 tonnes de CO2 par habitant. Et du coup, on aime bien faire la traduction entre une tonne de CO2, c'est un peu plus qu'un aller par passager Paris-New York. C'est un tout petit peu plus. Donc on va simplifier, on va dire une tonne de CO2, c'est un vol Paris-New York. Et l'objectif à atteindre, c'est 2 tonnes de CO2 par habitant pour être en ligne avec les accords de Paris. Donc du coup, là, il y a encore une marge de progression énorme à avoir. Et donc du coup, si on prend un exemple, le fameux cas ChatGPT, on pense que GPT-3, alors on n'a pas les chiffres pour GPT-4, parce que déjà pour GPT-3, ça a été très compliqué à le calculer, et c'est des hypothèses très estimatives que des chercheurs ont essayé de faire, mais on s'accorde à dire que c'est à peu près dans les 500 tonnes de CO2 pour GPT-3 pour l'entraînement seulement. Et donc du coup, si on part de l'hypothèse une tonne, c'est à peu près un vol transatlantique, on voit que ça fait à peu près 500 vols. Si on regarde en termes de l'inférence, donc de l'utilisation, du requêtage sur ce ChatGPT, donc ChatGPT, le service, utiliserait 30 000 GPU, ce qui correspondrait à 100 000 tonnes de CO2. Encore une fois, on n'a pas les chiffres, tout ça c'est secret, et je ne sais même pas si les gens le calculent, mais on est à peu près dans ce ordre de grandeur. C'est assez énorme. Et on le voit bien d'ailleurs, il y a 2 phases à prendre en compte, l'entraînement et l'inférence. L'entraînement, en théorie, on le fait une fois, et après, on utilise cela. C'est un petit peu un parallèle à faire si vous achetez par exemple un téléphone portable et que vous le mettez dans votre placard. Ben, vous ne l'utilisez pas, mais par contre, il y a eu de l'électricité, de l'énergie, du CO2 qui a été mis juste à sa fabrication. Donc c'est l'entraînement, l'équivalent pour un LLM. Et après, à l'usage, vous pourriez calculer que chaque heure, chaque requête sur chaque GPT, vous allez prendre une petite partie du coût d'entraînement en termes d'amortissement. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Mais voilà, il faut vraiment parler de ces 2 choses-là. Donc si on réutilise un modèle, techniquement, c'est un peu du recyclage dans la vraie vie, quoi. Donc si on essaie de mettre des chiffres, on voit très bien que plus un modèle est petit, moins il utilise d'énergie. Donc du coup, plus c'est gros, plus ça utilise de l'énergie. Alors j'ai fait le calcul pour vous. En moyenne, et là il y a des grosses différences en fonction des pays là où ça a été entraîné, en moyenne on va dire qu'on a un peu plus d'une tonne de CO2 par milliard de paramètres sur la taille d'un modèle. Donc quand on parle de modèle à 1000 milliards de paramètres, trillion en anglais, voilà, je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup de tonnes de CO2 et donc beaucoup de vols transatlantiques. Si on parle de fine-tuning, donc le fine-tuning, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, on va entraîner un tout petit peu plus sur ces documents pour avoir le cas d'usage, le contexte du business dans lequel on est. Le fine-tuning, on s'accorde à dire que c'est une toute petite part de l'entraînement. Donc du coup, encore une fois, on arrive à peu près à voir où on veut venir. Vaut mieux prendre un modèle existant et le fine-tuner que de faire un entraînement de zéro. Un cas d'usage du fine-tuning qui est très utilisé actuellement, probablement par de nombreuses personnes dans la salle, c'est les LLM de coding, donc par exemple GitHub Copilot. Et donc du coup, ils utilisent une version des modèles plus petite, donc du coup qui va utiliser moins de CO2 pour son entraînement, et sur un dataset plutôt petit, parce que du coup on va regarder que des fichiers de code, et donc du coup on va avoir moins d'émissions de CO2. Là on le voit bien sur les exemples. Ce que j'ai mis vers le bas, c'est plutôt les exemples open source, et les exemples sur le haut, c'est les exemples très closed source. Si on prend un exemple, ça va être Bloom. Bloom, il a à peu près 176 milliards de paramètres, et il y a une formule qui permet de calculer quel nombre de machines, quel nombre de GPU on aurait besoin pour faire tourner ça au minimum. Et donc du coup, je vous fais grâce du calcul en détail, mais c'est à peu près 400 gigas de RAM pour une précision de 16 bits. 400 gigas de RAM GPU. Et donc du coup, il nous faudrait 16 NVIDIA N100 pour faire ça, A100 pour faire ça, pour faire tourner ça au minimum. Et donc du coup, ça fait à peu près la consommation de 3 foyers européens si on veut faire tourner ça pour une année. Et c'est que pour l'inférence. Voilà. Et si on essaie de traduire ça par requête, du coup, on va assumer qu'on est à peu près sur du 3 requêtes par seconde, on va le matraquer un petit peu, on est sur du un peu moins de
sur du 0,16 watts par requête. Donc si on met ça pour 100 requêtes, histoire d'avoir un chiffre significatif, ça correspond à la charge d'un smartphone moderne. iPhone 14 pour être très précis dans mon calcul. Hugging Face, c'est un papier de gens qui travaillent sur Hugging Face. Ils ont essayé de faire ce calcul-là, et donc ils ont fait vraiment tourner le modèle Bloom et faire des requêtes et mesurer par requête. Ils étaient à peu près sur du 4 watts par requête. Alors comment on explique la grosse différence entre mon 0,16 watts de mon petit calcul et 4 watts? En fait, ça se situe juste sur le nombre de requêtes qu'on lui donne par seconde et sur la taille de l'installation. Donc, de mon point de vue, ils ont eu tendance à voir un petit peu large en termes de nombre de CPU dont ils avaient besoin, et par contre, de voir un petit peu bas en termes de requêtes par seconde. Ils auraient pu le matraquer un peu plus. Si on grossit le trait, on pourrait se dire que si on fait tourner Bloom, ces 6 NVIDIA pour une requête par an, cette requête utiliserait 15 000 kWh, du coup, rapporté à l'année. Donc, du coup, on a une indication qui nous dit que si on veut hoster son GPU, son LLM, il faut absolument l'utiliser jusqu'à la corde au maximum. Ce qu'on appelle le right sizing en anglais, c'est assez simple. Le minimum est déjà très cher, donc du coup il faut vraiment l'utiliser dans des cas où on va pouvoir le matraquer et lui envoyer beaucoup de requêtes. Et donc si on traduit ça en termes de CO2, encore une fois il y a beaucoup d'outils qui nous permettent d'avoir le nombre de CO2 en direct ou en moyenne. Si on veut avoir ce Bloom par an sur, par exemple, AWS, dans mon exemple, 15 000 kWh, ça correspondra en France à un vol Paris-New York, ou en Californie ou en Allemagne, 5 à 6 vols. Donc voilà, ça donne à peu près un ordre de grandeur. Et encore une fois, je parle vraiment du cas minimaliste. Donc en gros, on peut difficilement faire moins. Et bien sûr, souvent, on a besoin de plus. Alors on aimerait bien mesurer ça. Donc il y a un célèbre théoricien du management qui s'appelle Peter Drucker qui a dit on ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Alors j'ai pas trouvé de photo de Peter Drucker, donc j'ai fait comme ChatGPT, j'ai pris ce qui avait de plus proche. Voilà. Cette blague ne marche pas à l'étranger. Il y a des outils qui nous permettent de nous aider, par exemple MLCO2 Impact. Donc c'est très simple, on sélectionne le type de GPU dont on a besoin, pendant combien d'heures, et il calcule pour vous le nombre de CO2 pour lequel ça va correspondre. Il y a des outils qui vous permettent aussi d'instrumenter votre code et faire ce genre de calcul, donc je vous invite à aller les voir. Si on se place du coup plutôt par requête, il y a des outils qui permettent de voir, comme dans cet exemple-là, sur Ecologits, si on prend Llama 2 avec un modèle avec 7 milliards de paramètres et qu'on lui demande de générer du texte de 250 mots, on est sur du 0,5 g de CO2. Voilà, donc ça vous permet de faire ces petits calculs-là. Il ne faut pas oublier aussi que la plupart des cloud providers ont maintenant un dashboard dans lequel on peut voir les émissions de CO2 de son infrastructure. Je vous invite à aller les voir, mais par contre, ils trichent un peu, ils ont tendance à prendre en compte leur compensation, leur achat d'électricité verte, donc je vous laisse tirer vos conclusions. Il y a des outils open source qui sont un peu plus ouverts sur les méthodologies, comme Cloud Carbon Footprint, donc ils font à peu près la même chose multi-cloud, et mon petit bébé qui permet d'estimer les émissions de CO2 d'un fichier Terraform, donc d'une infrastructure qu'on a envie de déployer. C'est une estimation très très grosse maille, mais ça permet d'avoir un ordre de grandeur, et c'est sur l'infrastructure en général, pas particulièrement au LLM. Mais encore une fois, le LLM, c'est du software qui tourne sur du hardware, donc toutes les techniques de mesure de hardware et d'infrastructure sont applicables au LLM. Donc, une fois qu'on a mesuré, on va vouloir réduire ça. Le premier truc à avoir en tête, c'est moins on dépense, moins on émet de CO2. C'est absolument pas toujours vrai, mais en l'absence de mieux, c'est un réflexe à avoir en tête. Donc il y a des décisions à prendre au niveau du training. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un plus petit modèle, c'est moins d'énergie, donc moins d'émissions de CO2. Jouez bien sûr sur le hardware et sur le pays dans lequel vous voulez faire cet entraînement. Vous n'êtes pas obligé d'entraîner dans le pays dans lequel vous êtes, évidemment. Vous pouvez jouer avec ça. Bon, en France, on est assez chanceux, comme on l'a montré, mais voilà. Il y a des techniques aussi qui permettent d'avoir un bon impact sur l'entraînement et ou sur l'infering, mais du coup qui doit être implémenté lors de l'entraînement, par exemple la quantisation, le pruning, le transfert learning, etc. etc. On ne va pas rentrer dans les détails, j'aurais pas vraiment le temps. En termes d'infering, la même chose, plus petit modèle égale moins d'émissions. Le nombre de tokens, la taille du contexte, ça a un énorme impact. Plus on a un gros contexte, plus on lui en demande à LLM, plus ça va prendre de ressources pour calculer ça. Le type de tâche, génération d'images, ça émet beaucoup plus de CO2 que génération de texte. Et encore une fois, le hardware sur lequel vous faites tourner la région. Il y a des décisions en termes architecturales. Si vous voulez partir sur des systèmes où vous avez plusieurs agents qui discutent entre eux, tout ça, émettre des agents d'IA et des agents d'IA plus gros, plus petits, du rule-base, des heuristiques, des choses qui n'ont rien à voir avec l'IA, ça peut être super intéressant pour réduire les émissions.
Et enfin, un petit mot sur le fine-tuning versus le RAG versus le prompt engineering, ce genre de choses. Il n'y a pas vraiment d'études, c'est un peu au cas par cas, il faut un peu calculer, mais grosso modo, tout ce genre de choses, c'est mieux que de rentraîner de zéro, ça c'est sûr. Il y a des décisions à prendre en termes de hardware. Il n'y a pas que avec les GPU NVIDIA. Il y a par exemple des choses comme Grok qui sont très très bons pour l'infering, pour la génération de texte. Et rien ne vous empêche de, par exemple, entraîner sur un GPU parce que c'est très bon pour l'entraînement et après basculer sur du Grok. En théorie, c'est possible. Et enfin, j'aimerais vous parler d'un petit truc qui est assez rigolo, c'est que souvent, par exemple en Californie, on génère plus d'électricité renouvelable que la consommation. Et donc du coup, cette énergie renouvelable est perdue. Si on fait un entraînement d'IA, rien ne nous empêche de le faire pendant ces plages horaires. Donc ayez ce réflexe-là en tête. Et l'IA, on a parlé des impacts directs de l'IA, mais il y a des impacts indirects. L'IA, ça peut faire du bien comme du mal, c'est un peu comme Godzilla. Voilà. Donc un exemple de mauvais Godzilla, c'est qu'on sait que l'IA est utilisée de manière très intensive au Texas pour aller chercher encore plus de pétrole. Voilà, donc c'est très mauvais Godzilla. Par contre, le bon Godzilla, c'est qu'il y a plein de projets qui utilisent l'IA pour aller essayer de capturer du CO2, par exemple, ou aller repérer les pêches illégales ou le bûcheronnage illégal dans la forêt tropicale en analysant le son. Donc ça, c'est des projets pour lesquels l'IA va un peu plus loin et va nous aider à atteindre nos objectifs. Et il y a des résultats qui sont très surprenants, comme on voit ici dans cette étude, c'est qu'ils ont testé la génération de texte par un humain comparée à la génération de texte par une IA. Et on voit qu'un humain, donc l'ordinateur sur lequel utilise l'humain pendant 1 heure pour faire ce texte, va émettre plus de CO2 que si on laisse tourner l'IA pour cette tâche particulière. Alors, cette étude est assez controversée, c'est un peu tendancieux. Il y a plein d'autres choses à prendre en compte, parce qu'une fois qu'on l'a fait, on a tendance à continuer à utiliser notre ordinateur derrière. Mais ça donne quand même des indications sur les ordres de grandeur dont on parle. C'est encore une fois une échelle logarithmique ici. Donc du coup, comme je le disais tout à l'heure, l'IA, ça tourne sur de l'infrastructure. Donc du coup, tout ce qui est GreenOps, autoscaling, pensez-y. Plus petit, c'est mieux. Réutilisez, recyclez. Faites vos estimations, les calculs, et surtout, questionnez l'IA en tant que solution. Parfois, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Voilà, je vous remercie. Ici, il y a quelques petits pointeurs si vous voulez en apprendre plus. J'ai basé beaucoup de ce que je vous ai présenté sur les travaux de Sacha Lucioni qui travaille chez Hugging Face. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'elle a écrit. Et puis, n'hésitez pas à me contacter, prendre les slides, donner du feedback, comme d'habitude. Voilà.